Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut à tous, bienvenue pour une Alia Story de choc et de charme. Eh bien oui, parce que j'ai à mes côtés Yael, bonjour Yael, bonjour. Et Daniel Gall. Bonjour, on est ravis de vous recevoir tous les deux. Voilà, alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, ou peut-être pas encore, vous êtes Daniel Gall, ambassadeur d'Israël, un vrai ambassadeur avec un titre depuis les années 2000, je crois. Oui. Tout le monde n'a pas le titre d'ambassadeur. Non. Mais vous, oui. Il est très humble, voilà, mais en tout cas, nous, c'est une fierté de vous recevoir. Vous êtes un juif d'Algérie, oui. d'Oran, voilà, et vous avez un parcours tout à fait atypique. Il n'y a pas beaucoup de juifs d'Algérie qui sont montés en Israël à l'époque où vous êtes montés... En 59. En 1959, voilà. Vous avez rencontré votre femme Yael en Israël. Oui. Voilà. Moi aussi, je suis montée en Israël en décembre 63. Alors, vous avez une histoire tous les deux particulière, riche, bouleversante, et en même temps, ensemble aussi, vous avez une histoire magnifique. D'ailleurs, c'est pour ça aussi aujourd'hui qu'on a voulu vous recevoir, parce que vous venez d'écrire un livre qui s'appelle Baderech le Yerushalayim, en route pour Jérusalem. Un livre à 4 mains. Oui. Et le titre est important parce que je l'ai pris du livre qu'avait écrit mon père. Et il disait, un juif, où qu'il se trouve, il est en chemin vers Jérusalem. Ben dis donc, c'était pour l'époque en Algérie, alors que les juifs étaient plutôt plus français que juifs, en tout cas pour une grosse majorité d'entre eux, c'était très moderne. Mais lui, il aimait voir ce qu'on faisait à l'école et tout ça. Et répéter les devoirs et les leçons. Alors, il se moquait de nous chaque fois qu'on disait nos ancêtres les Gaulois. Il me disait non, tes ancêtres c'est Abraham, Yitzhak et Jacob. Et ma mère, comme toutes les juives algériennes, qui étaient très françaises, elle lui disait mais ne trouble pas l'enfant, laisse-le tranquille. Bon, en tout cas, vous avez réussi à faire l'union des deux, on va dire. Oui. Voilà, la tradition et puis de l'émancipation un peu de votre maman. Vous avez eu un magnifique parcours. Alors, vous avez été ambassadeur sur les 5 continents, n'est-ce pas, depuis 1964, je crois. Oui. Vous avez été à Togo, Madagascar, à Singapour, en Italie, au Canada, à Costa Rica, et vous avez porté la voix d'Israël dans le monde. Voilà. Alors, difficile de raconter votre histoire, mais pourquoi vous êtes monté en Israël lorsque vous aviez 21 ans ? Parce que très jeune, comme je vous ai dit, mon père nous a éduqués dans le sens de l'amour d'Israël. Lui qui n'avait pas réussi à arriver en Israël. Et en nous éduquant de cette manière, je lisais énormément tout ce qui se publiait sur Israël en français. Je peux dire que j'ai lu à l'âge de 15 ans déjà Herzl, Echad Ha'am, Sokolov, Jabotinsky, tous les grands de la pensée sioniste juive. Et donc cela a fait que je savais que l'issue de mon parcours, ce serait Israël. D'accord, donc beaucoup de lucidité déjà jeune, mais entre la lecture dans une chambre d'enfant et passer à l'action, on va dire, comment ça s'est fait ? Je militais dans un mouvement de jeunesse, dans plusieurs mouvements, depuis le Bnei Akiva jusqu'au Dror. Et de ces mouvements de jeunesse, je suis rentré dans un groupe, ce qu'on appelait la Misgeret. C'était des jeunes qui avaient pour mission d'arriver en Israël, d'aider à la Alia. On militait beaucoup. La preuve qu'on m'avait envoyé même au Maroc, pour la Alia. Et notre but, c'était d'avoir une vie en Israël le plus tôt possible. Parce que les parents, vous savez, en Algérie, non, il faut que tu fasses des études. Oui, on était dans l'émancipation, vraiment. On n'était pas du tout... Alors, j'étais plutôt un matheux à l'époque. J'ai fait Matélème, tout ça, tout ça. Mais je savais que l'issue, c'était en Israël. Même on pensait au début au kibbutz. Je suis arrivé, j'étais au kibbutz.
Mais vous avez fait vos études maths spé, etc. en Algérie ou en France? En Algérie, hein, c'était très rare aussi pour l'époque. Okay. Oui. Et de là, j'ai une anecdote. Le proviseur du lycée d'Oran voulait que je fasse une carrière dans les mathématiques, dans les grandes écoles. Et à la fin de ces études-là, je suis venu le voir au mois de juillet. Je lui ai dit, je veux vous dire au revoir, je vais partir. Il me dit, où? Dans une grande école en France? J'ai dit, non, je pars en Israël. Et je ne sais pas s'il était juif ou pas, mais il m'a dit une phrase, c'est du gâchis. Ben vous êtes bien employé à lui donner tort. Oui. Il n'est plus en vie, mais vraiment, si... C'était mal connaître Daniel Gall, en fait. Oui, voilà, il ne connaissait pas bien. C'est du gâchis. Ok. Bon, alors, le gâchis, c'est vraiment... Nous, on est contents parce que ça a été tout bénéfique pour Israël. Donc, 21 ans, vous partez au Maroc et ensuite du Maroc, vous partez en Israël directement? Je suis venu dire au revoir à mes parents. On pouvait encore... Et je suis venu en Israël, d'abord au kibbutz, mais toujours... je ne pensais pas que j'allais rester au kibbutz, bien que la vie était... agréable. Extraordinaire. On n'avait rien, on pensait qu'on manquait de rien. Et on n'avait absolument rien. C'est un Israël très différent de ce qui existe aujourd'hui. Ah oui. C'était l'époque encore des pionniers. Il y avait des pionniers. Je me rappelle, j'ai eu des parents adoptifs tout de suite au kibbutz, des gens qui ont eu une histoire extraordinaire avec les bateaux de l'immigration clandestine, la vie qu'ils ont eue à déchiffrer la terre, et après comment ils vivaient dans une vie vraiment de créateur du pays. Tout ce qui se créait nouveau, c'était la première fois après 2000 ans. N'importe quoi qu'on faisait en Israël, ils disaient « Ah, voilà la première fois qu'on fait ça après 2000 ans. » Ça donnait de la force pour avoir une autre vie, pour... Oui. Et tout de suite... Quand je suis rentré au ministère des Affaires étrangères, c'est là que ça a commencé la période, surtout en Afrique. Ah, comment vous avez fait? Parce que 21 ans, bon, ok, vous étiez matheux. Mais tu devrais dire l'histoire, comment tu as commencé. Eh bien, c'est ça, c'est intéressant, parce qu'on se demande, quoi, entre vouloir et devenir. Alors, j'ai commencé à travailler, d'abord parce que je parlais français. Ils avaient besoin de gens qui parlaient français à Dimona, dans cette usine de textile, disons. Disons dans cette belle usine de textile. Et là-bas, on travaillait la nuit aussi. Et je vois tout un avis de concours pour le ministère des Affaires étrangères sur un journal. Mais en quelle langue vous parliez l'hébreu déjà? Très bien. D'accord. Lire, écrire, pas de problème. Ah oui, mais vraiment le résultat de gros efforts. Jour et nuit, j'étais avec mes dictionnaires. À l'époque, on n'avait pas d'ordinateur, rien. Et vous avez travaillé dur. Oui. J'avais un cousin de mon père qui était journaliste à Arès. Il travaillait à Arès. Il m'a offert un abonnement à ce journal qui était dans une langue assez difficile. Oui. Et je m'entêtais, je passais des journées et je vois ce concours des affaires étrangères. Alors, je suis allé à Jérusalem pour passer le concours. On habitait près de Beersheba. Vous étiez déjà marié? Oui. Mais vous allez nous raconter comment après. C'est un peu dans le désordre, mais bon, c'est pas grave. Et donc? Et je vais passer le concours, je reviens, je dis, on était 800 là-bas. Je ne sais pas, je crois que j'ai bien fait, sauf en hébreu. Mon hébreu c'est vrai qu'il était déjà riche, mais je ne pouvais pas me comparer avec quelqu'un qui a fait des études en hébreu. Oui. Mais j'avais deux choses. L'examen de langue, je l'ai passé haut la main, et l'examen de culture générale. Et l'examen de ce qu'on sait sur la politique, il y avait un sujet de politique, j'ai fait une dissertation. Là, j'étais assez confiant, mais pas au point de réussir. Après 2 semaines, je reçois une lettre qu'il faut venir pour l'oral à Jérusalem. Vous passez l'oral? L'oral, très bien. L'oral, très bien, parce que c'était une commission, des gens assez sympathiques, gentils. Et peut-être, ils ont une sympathie pour un nouvel immigrant qui parlait si bien l'hébreu. Qui parlait l'hébreu avec eux. Et mon histoire leur a plu.
Et j'ai senti des encouragements. Alors à la fin, ils m'ont dit, on te prend, mais il faudrait que tu passes encore un autre examen en hébreu. J'ai dit, bon, ça va, à condition. Et le reste, c'est de l'histoire. Ouais, c'est formidable. Alors, après, vous avez commencé, bien sûr, votre carrière. Vous avez commencé au Togo, à Madagascar. Mais avant cela, vous avez rencontré en Israël, voilà, je crois, le dernier jour de l'Ulpan, Oui, Yael. oui, c'est une histoire Et vous êtes tombé amoureux au premier regard. Oui, presque. J'en suis sûre, oui, avec les beaux yeux de Yael. Et le même soir, on est allé voir un film qui est d'actualité maintenant, Jules et Jim. Ah, ben voilà. Avec la musique et le reste. Le tourbillon de la vie, ça vous va bien en plus. Oui, entre parenthèses, quand on a vu ce film-là, l'après-midi, j'avais un ami qui était timide et qui voulait continuer avec une fille. Aujourd'hui, il est marié avec elle, ils ont des enfants, ils sont grands-pères. Et ils sont très bien. Il a fait une très belle carrière, lui, dans une organisation dont je ne veux pas dire le nom. Et lui, ce garçon, il me dit, viens avec moi. Elle est à l'Ulpan. Et tu vas faire comme si on venait visiter quelqu'un à l'Ulpan. Et il faut que je la voie parce que c'est le dernier jour de l'Ulpan. Alors on est allé et on va dans leur chambre où elles étudiaient. Et c'est là que vous avez connu Yael. Oui. Et j'avais connu Yael. Comme une histoire biblique, elle me sert un verre d'eau tout de suite. C'était vraiment du romantisme. Ok. Alors vous, Yael, vous avez aussi une histoire très, on va dire, particulière. Vous avez été une enfant cachée à Paris pendant la guerre. Oui. Je suis née en 1937. Et voilà, c'est mon histoire. C'était malheureusement... j'ai vécu la Shoah comme enfant caché. Et vous avez été caché avec votre mère? Avec ma mère et mes 2 frères. J'avais 2 frères. J'étais la plus jeune. J'avais 14 ans de différence avec mon frère aîné et 10 ans avec mon autre frère. Et moi, j'étais le petit bébé, la dernière arrivée. Et je ne savais rien du tout de la guerre. J'étais... Vous vous rendiez compte que c'était un peu des conditions spéciales de vie quand même? Oui, bien sûr, mais je me rappelle que mon père avait été arrêté. Bon, mais ça, j'ai su après. Mais il venait des fois à la maison accompagné de policiers qui le gardaient dehors. Ils étaient dehors de la maison, mais lui venait déjeuner avec nous des fois. Et... Voilà, et je ne savais pas ce qui s'était passé. Après, bien sûr, j'ai su qu'il avait été arrêté et puis mis en prison, puis après déporté. Et la belle histoire de la boîte des Louis d'Or, grâce à laquelle vous êtes en vie. Ben oui, c'est ça. Ça, c'est mon frère qui a écrit après que mon père et mon frère étaient dans le métro à Paris. Et il y avait des officiers allemands. Et comme mon père était éduqué en Bulgarie, en allemand, donc il parlait très bien l'allemand, il s'est approché d'eux, il leur a demandé « Vous êtes perdus, est-ce que je peux vous aider ?» Alors oui, ils étaient perdus. Et alors, ils ont commencé à parler en allemand. Et mon père, comme venait de Bulgarie, alors il disait « Mais c'est les alliés de l'Allemagne !» Pendant la guerre, c'était des alliés, ils ne savaient pas qu'il était juif. Et ils lui ont dit à mon père, regarde, on a besoin pour l'armée allemande en France, quelqu'un qui va s'occuper des achats pour l'armée et qui parle allemand et qui parle le français. Donc, voilà. Alors, il a travaillé pour les Allemands? Non, mais il a... Je sais pas, travaillé, il a aidé. Il a aidé, mais en contrepartie, il a reçu de l'argent, je pense. Et il a fait des affaires. Oui, il a fait des affaires et il a tout transformé en louis d'or. En louis d'or, voilà. Et ça, je me rappelle qu'il y avait une boîte pleine de louis d'or et qu'ils avaient enterré ça dans la cave sous le charbon. Et je me rappelle aussi ma mère qui avait cousu des louis d'or. Dans son manteau, dans ses doublures? Oui, dans les doublures, dans son...
partout. Sous-vêtements. Dans ses sous-vêtements, elle avait cousu des louis d'or comme ça. Et après, ça vous a sauvé. Voilà. C'est ça qui nous a sauvés, parce que ma mère, elle a pu acheter les gens, dire qu'on n'est pas juif, qu'on n'est pas là, qu'on n'est pas là. La concierge, ils sont venus nous chercher aussi, les Allemands, chez nous, quand on habitait à 4 rue Belfort, et au 3e étage. Et on était derrière la porte. Et elle leur avait dit, « Oh, ça fait longtemps qu'ils sont partis, ceux-là. » Ces juifs-là. Ces juifs, oui. Et on était derrière la porte. Ils sont venus, ils ont tapé à la porte. Ils n'ont pas défoncé la porte, comme normalement ils le faisaient. Ils auraient dû faire, ils ont cru la concierge. Oui, mais on était derrière la porte. Ok. Bon, alors voilà. Et, bon. Alors après, c'est difficile, il y a beaucoup d'émotions, donc c'est difficile de résumer, on va dire, cette vie qui a dû être une vie d'errance, d'angoisse, de peur, bref. Mais on a été sauvés, vraiment, par miracle. Ma mère connaissait un monsieur bulgare qui faisait attention à une propriété à Neuilly d'un riche juif espagnol. Et alors, je ne sais pas comment il a rencontré ma mère, ils se connaissaient. Il lui a dit, tu sais, viens chez moi. Je te cache. On se cache ensemble. Moi, Et donc, vous êtes resté caché à Paris dans cette propriété toute la guerre? Non. Ah, une partie. Oui, une partie, parce que on était là-bas. Moi, j'étais émerveillée, mais ils nous disaient, il ne faut pas rester dehors parce que il y a des maisons, ils vont nous dénoncer, il faut rester vous étiez cachés à l'intérieur. On était cachés à l'intérieur, mais un jour, il y avait des officiers allemands avec un chien qui sont venus, et lui, il les a reçus dans son bureau, parce qu'il parlait aussi également très bien l'allemand. Et nous, on s'est cachés partout dans des armoires qui faisaient comme des murs. On ne voyait pas qu'il y avait des armoires, mais lui, il avait fermé sa porte de son bureau, et il leur a donné à boire, il leur a donné je sais quoi. Ils sont partis. Des cigares. Des cigares, oui. Il connaît toute l'histoire, Daniel. Ouais, oui, parce qu'il a entendu, le pauvre. Mais en tout cas, alors, après ça, il nous a dit, il faut qu'on quitte. Il a dit, on ne peut plus rester dans cette maison, il faut partir. Alors, on est parti. J'avais déjà plus mon frère aîné. Mon frère aîné, il n'était plus avec nous. Il était arrêté par les Français quand il a voulu passer la zone libre, avec des faux papiers, évidemment, avec son copain. Et je sais que son copain est passé, mais mon frère, avec ses faux papiers, on lui a dit non. On l'a emmené dans un camp de travail en France, quelque part. Et je sais que ma mère, elle avait reçu tout le temps des petites cartes où on pouvait voir ce qu'il y avait écrit dessus de mon frère. C'était un grand tas de cartes qu'elle avait reçues. Et à la fin, il disait qu'on doit le mettre dans un autre camp, à Gurs. Donc, on l'a transféré à Gurs. Et après, on n'a plus eu de nouvelles. Et on sait, après la guerre, que mon père et mon frère se sont rencontrés à Drancy. Et mon frère, il a été déporté à Sobibor. Sobibor, oui. Et mon père à Auschwitz. Ouais. Voilà, ça c'est les nouvelles qu'on a eues après la guerre, que ma mère, elle a essayé d'avoir les nouvelles. Alors c'est une histoire terrible que vous partagez avec beaucoup d'autres juifs, malheureusement. Chacun à son niveau, chacun avec son parcours. Mais vous êtes quand même le symbole d'une belle vengeance, on peut dire ça. Ah oui, vraiment, une belle vengeance. Enfin, moi, j'étais petite enfant, donc... C'est très dur, c'est très dur. J'ai quand même pu aller à l'école. Je me rappelle, quand j'avais 6 ans et demi, j'étais quand même partie à l'école avec mon nouveau cartable que ma mère m'avait fait cadeau. On n'oublie pas, c'est fou, hein. Ouais. Ça reste gravé dans le cœur. Ce sont des choses qui ne peuvent pas s'oublier. Donc vous étiez en Australie avec un frère de votre mère. Vous avez grandi là-bas? Non, j'avais 12 ans quand je suis arrivée en Australie. Oui, mais vous avez continué à vivre là-bas. Ma chance, c'était que j'ai pu aller encore à l'école en Australie, parce que mon frère, il avait 10 ans de plus que moi,
il devait se débrouiller et aller travailler dans une usine de voitures ou n'importe quoi parce qu'il n'y avait pas un autre moyen. Et en Australie, Baruch Hashem, alors j'ai fait 1 an, j'étais très douée dans l'art, dans le dessin et dans la mode. Enfin, j'avais cette intuition de la mode, en vérité. Et donc, j'ai fait 1 an dans une école d'art. On m'a acceptée comme ça. J'ai fait passer des examens de dessin et on m'a acceptée. Après l'école, hein, parce que j'étais dans une classe de mon âge. J'avais 12 ans quand je suis arrivée. Et là-bas, c'est là que j'ai appris l'anglais, après beaucoup de mois, parce qu'eux, ils ne savaient pas qu'est-ce que c'est des Olim Hadashim. Et donc, ils m'ont laissé là, avec tous les enfants. Finalement, vous avez appris l'anglais, vous êtes resté là-bas jusqu'à quel âge? Jusqu'à l'âge que... jusqu'à 22 ans? Oui, 21 ans, 22 ans, oui. Tu avais un poste déjà Vous travailliez donc là-bas? Oui, oui, j'étais déjà styliste. Okay. J'étais dans la mode. Oui, mais j'ai commencé à travailler à 14 ans. Parce comme ça à l'époque. Il n'y avait pas de moyens. Ma mère ne pouvait plus travailler. Et donc, mon frère m'a dit un jour, tu sais, tu ne pourras pas faire des études, tu ne pourras rien faire, il faut que tu ailles travailler. Et alors, avec... je ne sais pas, on m'a aidée. J'ai reçu un boulot pour une jeune fille de 14 ans. Et alors, j'étais dans une usine de mode. Et vous avez gravi les échelons? Oui, alors je balayais le parterre, je faisais les cafés, je faisais tout ça. Et puis, ma mère, elle me dit, tu sais, tu as fait de si beaux dessins de mode. Montre-les. Pourquoi tu ne le montres pas à ton patron? Toujours écouter sa maman. Mais moi, j'avais peur. Alors bon, j'ai pris tout mon courage et j'ai montré mes dessins à ce patron, jeune patron juif. Et il m'a dit, tu sais, je vais t'envoyer à l'école, je vais financer ton école et tu vas apprendre à devenir une styliste. Magnifique, formidable. Oui. Vraiment, c'est beau. Donc, à la suite de ça, pourtant, vous étiez bien, vous aviez du travail. Oui. Pourquoi vous êtes montée en Israël? Non, mais parce que la suite a été que j'ai rencontré... ma mère travaillait dans une maison juive. Elle faisait la cuisine, elle faisait les ménages et on pouvait habiter avec elle dans cette maison. Et le fils du patron, ils avaient une usine de textile et il m'a dit, j'avais 14 ans, et il me disait, mais tu sais, tu ne fréquentes pas des juifs. Moi, j'étais madrir dans le Rabonim. Le Dror Rabonim. Dror Rabonim. Il a dit, moi, je vais t'emmener. Donc, grâce au mouvement de jeunesse, vous êtes devenu très sioniste en Australie. Alors, très sioniste. Et pour moi, il fallait que je monte en Israël. C'était ma réponse. C'était votre réponse à l'horreur de la guerre, à toujours, la perte toujours de j'ai pensé, mais pourquoi moi, je suis restée vivante? C'est pas pour rester en Australie. Et j'ai tout fait pour dire que je monte en Israël. Et c'est-à-dire que mes copains sont montés en Israël aussi, mais eux, ils sont allés dans les kibbutzim. Vous, non. Et moi, je devais aller travailler. Alors, c'est la différence. Mais moi, comme j'avais beaucoup de familles que je ne connaissais pas, parce qu'ils sont venus en 49 de Bulgarie, en Israël, et alors, j'ai dit, il faut que je connaisse ma famille qui est en Israël. C'était des votre mère, vous l'avez emmenée avec vous? Alors, ma mère, elle est restée en Australie avec mon frère, que lui, entre-temps, il est devenu agent immobilier, très bien réussi dans les affaires. Et donc, il s'est occupé de ma mère. Elle est restée en Australie. Elle est restée en Australie. Et moi, j'avais... Elle a vécu jusqu'à l'âge de 100 ans. C'est magnifique. Oui, alors moi, je suis montée en Israël. Et vous avez connu Daniel Gall à l'Ulpan, voilà. Le dernier jour de l'Ulpan. Voilà. Mais pourquoi l'Ulpan? Parce que ma famille m'a dit... Quand j'ai connu ma famille, évidemment, j'étais toujours avec eux, ils m'invitaient tout le temps. Et j'ai dit, voilà, moi, je veux rester 6 mois en Israël. Si j'aime, je reste. Sinon, je continue. Je rentre en Australie ou bien j'irai en Italie, que j'adore. Et puis, il s'est avéré qu'ils me disent, mais tu sais, 6 mois,
il faut que tu fasses un ulpan. Qu'est-ce que tu vas faire 6 mois en Israël? Alors, tu dois aller à l'ulpan, étudier l'hébreu, continuer à connaître Israël à travers l'ulpan. Et j'ai dit, mais vraiment, c'est exactement ce qu'il faut que je fasse. Et alors, vous avez suivi leurs conseils et vous avez appris l'hébreu. Et grâce à ça, vous avez connu votre mari. Voilà. Et oui, et le dernier jour de l'ulpan, c'est ça. Bon. Alors, vous vous êtes mariés, vous avez fondé une famille, vous avez 3 enfants aujourd'hui qui vivent tous en Israël. Oui. Voilà. Ça va pas être toujours le cas, mais aujourd'hui, c'est comme ça. C'était son rêve. Mais je peux la comprendre, bien sûr. Et donc, vous avez commencé, puisque vous avez été ambassadeur en 1964, à, en tout cas, assumer des fonctions d'ambassadeur. Vous avez commencé par l'Afrique. Oui. Et vous l'avez emmené, bien sûr, avec vous. Et vous avez eu une vie, on va dire, à travers les 5 continents. On avait un petit bébé de 6 mois. C'est facile d'être femme d'ambassadeur, Yael ? Eh bien, comme j'ai appris, je l'ai écrit même sur le livre, c'était vraiment toutes les fois que j'ai pas dit des choses et que j'ai pas mis mes pieds dedans, alors c'était vraiment se taire en plusieurs langues. Se taire en plusieurs langues, c'est pas évident. J'ai appris ça. Vous avez appris à vous taire en plusieurs langues. Ah bah oui, parce que chaque fois que j'allais dire quelque chose, heureusement que j'ai incident pas dit. Diplomatique. Alors là, vraiment. Et j'ai appris que comment chaque mot qu'on pesait, qu'on faisait, c'était compliqué. C'était très compliqué. Alors, ce qui est charmant dans votre livre, c'est qu'il y a 2 préfaces. Une écrite par vous, une écrite par vous. Ouais. Et qui sont différentes, forcément. Oui. La mienne, elle alors là, on commence par vous, Daniel. Ma préface, elle est très simple, où je dis la vie que j'ai menée de diplomate, s'il fallait payer pour travailler dans ce métier, je l'aurais fait. Qu'est-ce que vous avez aimé? J'ai aimé d'abord, moi, ce que j'ai aimé le plus, ça a été la rencontre avec les communautés juives où on allait. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression de retrouver une famille. Moi, je le prenais comme ça. Dès le début, même qu'à l'époque, je n'étais pas encore religieux, j'allais dans les synagogues parce que pour les Juifs qui voient un diplomate israélien, c'est quelque chose de stimulant, c'est quelque chose de très important pour eux. Vous avez cette conscience-là de représenter quelque chose. Ah oui, ah oui. D'ailleurs, c'est écrit sur les lettres de créance qu'on reçoit. Parmi les tâches qu'on a, la première, bien sûr, c'est de développer les relations avec le pays. Et c'est d'être au centre de la vie juive dans le pays dans lequel vous êtes. Je ne dis pas que tous les diplomates le font, mais moi, j'ai considéré ça comme une priorité. Donc, vous avez apporté à ces communautés, mais ça vous a aussi apporté beaucoup d'un point de vue personnel? Beaucoup, parce que, par exemple, j'ai pu participer à tous les festivals, pas moi, l'État d'Israël, bien que c'était des fois onéreux de faire venir des artistes, il y avait tout le temps une banque juive ou une société juive qui acceptait d'avoir des pages sur le programme de ce festival et de couvrir les frais. On faisait des festivals de films, il fallait faire venir les films. Vous avez beaucoup promu la culture israélienne dans les pays. L'économie, comment le faire? Je disais toujours, quand vous avez une communauté juive, c'est que vous avez une ambassade de 1000 personnes à votre disposition. Parce que les Juifs sont très près d'Israël. Il suffit, vous, d'aller vers eux. Et ça forcément fera une résonance. C'est le conseil que je donne toujours aux jeunes diplomates. Restez près des communautés juives. Où que vous soyez, vous allez voir, c'est comme si vous étiez un ambassadeur avec une ambassade de plusieurs milliers de personnes. Alors, on va revenir à votre parcours, à votre histoire, Daniel, mais vous, Yael, qui avez écrit donc ce livre avec votre mari, vous avez écrit quoi dans votre préface? 2 phrases. 2 phrases? Aïe, aïe, aïe. C'est trop dur. Elle a écrit que si elle est restée en vie, c'était pour venir en Israël et raconter la Shoah. Voilà. Pour 2 choses. Oui. Voilà, et c'est pour ça que vous avez tenu à écrire ce livre à 4 mains. Oui, parce que c'est un message qu'on laisse à nos enfants d'abord. Et aussi dans ce livre, il y a que venir en Israël,
c'est la plus belle chose qu'un juif fait. Alors, mais pourtant, aujourd'hui, on entend plein de gens qui se plaignent, qui disent que c'est dur, que l'Aliyah, c'est difficile. Alors, vous savez que j'écris et je parle beaucoup aussi. Oui, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, oui, on le dit toujours, avec la bénédiction de votre femme, d'ailleurs. Je fais beaucoup de conférences, et j'entends souvent des remarques et des plaintes. Que ça, c'est pas assez bien comme si. Et c'est pas comme ça. Alors, moi, j'ai trouvé une devise. Je leur dis, arrêtez, je vais vous aider. Si vous voulez des doléances contre Israël et des remarques et des plaintes, je vous en donne 1 million. Pas seulement 5 ou 6 comme vous avez. Je peux vous en citer 1 million. Mais si vous voulez des points positifs sur Israël, je vous en donne 1 milliard. Et comme ça, j'ai fini. Comme ça, vous calmez les choses. Voilà. Alors, de tous les continents, les 5 continents où vous avez porté, on va dire, les couleurs d'Israël, quel est le pays où les souvenirs sont les plus importants, les plus denses? Peut-être que ce n'est pas les mêmes. D'ailleurs, je vous pose la question à tous les deux. Oui, c'est vrai. Il faut dire que l'Italie, c'est quelque chose. C'est le pays qui a 50% du patrimoine artistique du monde, mais aussi les Italiens sont des gens qui ont une gentillesse, une ouverture qu'on trouve nulle part ailleurs. Mais ça, je le savais avant d'aller en Italie, parce que quand j'avais 17 ans, je l'ai écrit sur le livre, j'avais fait un petit voyage en Italie avec un autre ami en Vespa, et la Vespa est tombée en panne, on a continué avec le train. Et je monte dans un compartiment une fois où il y avait toute une famille, la grand-mère, les parents, des non-juifs. Et au moment de se mettre à table, ils posent une vraie table, chacun une serviette dans le train, et ils me donnent à moi aussi à manger. Mais comment? J'ai dit non, je voulais pas les gêner, je n'osais pas. Alors le père, il me dit, si tu manges pas, on ne pourra pas manger. Je lui dis pourquoi? Il me dit comment manger devant un jeune homme qui est à côté de nous et qui nous regarde? C'est impossible. Ouais. Et ça m'avait touché pour le reste de ma vie. Mais en Italie, j'allais souvent dans les télévisions, dans les radios. Et le dernier jour, d'ailleurs c'est ces gens-là avec lesquels je vais éditer maintenant les 2 livres, il me dit, le directeur de la station où je venais... Oui, parce que pour ceux que ça intéresse, si vous suivez Daniel Gall, notre cher ambassadeur sur Facebook, eh bien vous allez apprendre en tout cas que certains de ces posts vont être publiés, ils vont faire vraiment l'objet d'un livre. 2 livres, un italien en français qui s'appelle Israël d'un jour à l'autre. Voilà, donc si ça vous intéresse de découvrir plus avant les aventures de Daniel Gall et son amour d'Israël, vous pourrez lire ses livres. Alors, à la fin, cet Italien, comme tout, le directeur de cette station de télévision, il me dit, on va faire une émission dernier jour en Italie. Je dis, bon. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Mais les auteurs, les musées, les plats, la musique, tout. Et à la fin, il me dit, dis-moi une phrase pour résumer ton Italie. Alors je lui ai dit, le créateur n'a pas été juste avec vous. Il me dit, pourquoi? Je lui ai dit, vous avez fait en forme de botte sur les cartes, alors que vous êtes un cœur. Ah, c'est joli, ça. Alors, ce qui s'est passé, j'ai jamais vu ça de ma vie. Le caméraman et celui qui m'interviewe, il se lève et il m'embrasse. Et il laisse sa caméra. J'avais jamais vu ça. Sympa. C'est un chouette souvenir. Oui, c'est quelque chose d'imaginaire, de voir comment les Italiens... Alors justement, ça me fait penser à une question. Vous qui avez aimé l'Italie a priori, vous avez essayé de visiter les caves du Vatican? Non, on ne peut pas. Je sais. Oui. Mais on raconte des légendes. J'ai lu quelque part qu'un professeur aurait entrevu la Menorah. Oui, mais mais là-dessus, j'ai une histoire extraordinaire. Vous savez que il y a l'arche de Titus là-bas, où il y a la reproduction des prisonniers. Alors cette arche de Titus, les Juifs n'y passaient jamais. Depuis la destruction du temple jusqu'à 1948, pas un Juif ne passait sous l'arche. C'était comme une malédiction. Un sacrilège. Un sacrilège.
Et le jour de la déclaration de l'indépendance d'Israël, toute la communauté de Rome, y compris les handicapés, ceux qui étaient à l'hôpital, tous sont passés en procession sous l'arche de Titus, dans la direction contraire à celle qui était passée les prisonniers en 70 avec Titus pour marquer sa victoire. Très beau, c'est très, on va dire, cette espèce de mémoire qui ne s'oublie pas, qui se rappelle à chaque occasion. C'est très juif et c'est très israélien aussi, comme les chars qu'on voit sur la route 1 qui nous rappellent qu'il y a eu des combats, qu'il y a eu la guerre d'indépendance. On n'oublie pas, on est toujours là. C'est un devoir de mémoire. Mais c'est magnifique. Voilà. Alors justement, vous, ces 5 continents, avec des enfants sous le bras, femme d'ambassadeur, où on sent que vous avez quand même votre franc-parler, vous avez été obligé de vous taire. C'est quoi votre plus joli souvenir? C'est dur, ça. Mais c'était pas toujours. C'était pas dans le contrat, ça, Daniel, au début. Non, mais on a eu j'ai eu un enfant, un fils, dans notre premier poste en Afrique. OK. Au Togo. Au Togo, oui. Et c'est là qu'on a fait la Brit Mila, au Togo, avec un rave qui est venu de Paris. Et il y avait aussi le grand... Le cardinal. Le cardinal. Qui était présent à la bride de votre fils. Oui, il voulait savoir comment Jésus avait été circoncis. J'adore. Oui, il a téléphoné pour nous demander s'il pouvait assister à la bride, le cardinal, extraordinaire. Oui, il est venu, il y a des photos là, il est venu avec... Mais il n'était pas Sanda quand même. Non, on ne pouvait pas quand même. Et donc, il a été là. Et c'était un souvenir pour vous incroyable, j'imagine. Alors, incroyable, vraiment incroyable. Et aussi, comme j'étais styliste, j'adorais tous ces beaux boubous africains. Et donc, j'avais organisé un défilé de mode avec tous les boubous, mais avec des modèles à moi que j'avais fait plutôt européens, inspirés des boubous et enfin tout ça. Alors ça, c'était une des choses que j'avais fait en Afrique et que j'ai beaucoup aimé l'Afrique parce que c'était pour moi quelque chose de tout à fait nouveau, tout à fait différent. Mais tu as toujours fait de la mode où on était, oui, partout où on était. Alors, à Singapour, elle a même dessiné les costumes d'une pièce de théâtre. Un canard à la gag. Sympa. Vous ne vous êtes pas ennuyé? Non, pas du tout. Jamais. Je me suis jamais ennuyée. Oui, c'est vrai, j'avais fait tous les costumes avec de l'aide, évidemment, mais j'avais dessiné les costumes pour... Une pièce de théâtre israélienne. Oui. C'est extraordinaire. Alors, Daniel Gall, à ce moment où Israël est décrié, où on parle forcément des mouvements comme le BDS, etc., parlent mal. Vous pensez que les Français, que les Olim Hadashim qui arrivent, on a un rôle à jouer contre ça? Est-ce qu'on doit élever la voix? Est-ce qu'on doit réagir? Est-ce qu'on doit se taire? Non, se taire, jamais. Jamais. Au contraire, crier. Crier. Oui, il faut crier parce que vous continuez d'être des citoyens français aussi. Donc, vous avez même un député maintenant. Exact. Nous avons un député puisque moi j'étais... Tout à fait. Oui. Vous avez le droit d'exprimer vos opinions et de dire ce que vous trouvez qui juste est pas normal. Et pas juste. Oui, injuste, la BDS. Et je crois que même grâce à beaucoup de Juifs en Europe, on a enregistré certains succès. Donc les Juifs en Israël, ils connaissent parfaitement la mentalité française. Ils la connaissent mieux même que certains diplomates israéliens. Donc ils ont un rôle à jouer de décrire, de décrier. Je vois beaucoup le font. Et ils doivent se mobiliser. Est-ce que vous pensez que l'Alliade de France a un rôle à jouer? Est-ce que les Français qui débarquent en Israël et qui deviennent citoyens israéliens ont un rôle important à jouer dans la société israélienne? Oui. Ce sont des ponts d'abord avec l'Europe, des ponts très valides puisqu'ils ont vécu là-bas. Ils connaissent mieux que nous la mentalité. Nous, on connaît la mentalité à travers des écrits, on connaît les Français. On a même côtoyé des Français dans le monde entier, mais tandis que des Français qui viennent ici, qui ont fait l'université en France, tout ça, ils peuvent apporter beaucoup
continuer d'écrire, de dénoncer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre, on va dire vraiment pour avoir une voix entendue dans la société israélienne? Il faut faire de la politique, il faut militer dans des associations. C'est quoi votre conseil? Militer dans des associations, même dans des partis politiques, s'ils veulent voir les choses avancer. Parce qu'on dit souvent que sans politique, on ne peut rien faire en Israël. Pas spécialement en Israël, même en France. Oui, bon, évidemment, mais disons... Mais je crois qu'avant tout, ils doivent élever leur voix. Oui. Et chaque Israélien, c'est un miracle. Dès qu'il débarque en Israël, il peut dire nous comme les autres. Vous savez, je suis très catégorique sur cette situation avec les Juifs qui vivent à l'étranger, et je n'aime pas la façon qu'ils ont de conjuguer. Quand il y a eu Entebbe ou la guerre des 6 jours, ils disent toujours « Ah, nous, qu'est-ce qu'on a fait des choses merveilleuses à Paris, alors qu'ils étaient à Paris oui. ou à New York ou ailleurs. » Mais dès qu'Israël est dans la difficulté, et ça arrive souvent, et qu'on nous condamne, eux, ils viennent et nous disent « Mais qu'est-ce que vous avez fait encore ?» Alors, ou ils sont partenaires à part entière, et un juif, il est partenaire à part entière d'Israël. Qu'il y vive ou qu'il y vive pas, Israël, c'est le centre de sa vie juive. Okay. Donc, de sa vie aujourd'hui. Alors, juste parce que malheureusement, je voudrais encore continuer à parler avec vous longtemps, mais on va. C'est pas tout à fait la fin de l'émission. Vous avez 80 ans, vous déjà, vous presque. On sait qu'on a été heureux ou qu'on a rempli sa tâche quand les années avancent. Oui, oui. Qu'est-ce que vous diriez comme bilan de votre vie Est-ce que vous imaginiez avoir une vie comme ça ? Non. Mais en tout cas, pour moi, aujourd'hui, vraiment, physiquement, je pleure pour chaque juif qui n'est pas encore en Israël. Pour moi, c'est très dur de voir encore des juifs qui se prennent au sérieux et qui sont très bien où ils sont, parce que pour moi, c'est tout temporaire. Où ils sont, aujourd'hui c'est bien, demain ça va être terrible. Et pour moi, le fait qu'il y a Israël aujourd'hui, chaque juif, il doit faire son bilan et monter en Israël. Pour moi, c'est catégorique. C'est votre bilan après toutes ces années. Ah oui. Voilà, il y avait Ida Ackerman, que vous connaissez bien aussi, qui disait il faut arrêter d'être le fruit des hasards historiques. Parce qu'on est né en Bulgarie, oui, alors on est bulgare, on est né à Paris, on est français, on est né en Allemagne, on est allemand. Non. Aujourd'hui, il faut être maître de son destin. Et il n'y a qu'en Israël où nous sommes vraiment maîtres. Alors, Israël, pour moi, c'est un rêve que je vis tous les jours. Et je ferai tout pour que tout soit le mieux qu'on puisse en Israël. Mais pour moi, je ne peux pas voir des jeunes qui sont très bien en France ou à New York ou quoi. Je dis, mais ils ont raté quelque chose, c'est pas possible. Israël, pour moi, c'est la chose. Et le fait d'avoir des petits-enfants juifs en Israël qui font le Shabbat, qui sont... Quel bonheur, c'est un grand bonheur pour moi. Et voilà, mon message pour moi, c'est que chaque juif qui n'est pas encore aujourd'hui en Israël, il doit faire un grand pas en avant, laisser tout et venir en Israël. Et je sais que tout s'arrange en Israël. Tôt ou tard, tout le monde trouve sa place, tout le monde trouve sa parnassa. C'est mon message. Elle était femme d'ambassadeur, je crois. Oui, non, mais... C'était elle, l'ambassadrice ? Oui, non, mais moi, je dose un peu plus les choses. Je leur dis, sachez que Israël vous attend les bras ouverts. Je leur dis pas, vous devez être ici. Je ne veux pas leur donner une sensation d'avoir raté leur voie. Mais je leur dis, sachez que le jour où vous viendrez, on vous accueillera avec les bras ouverts. C'est un grand travail qu'on doit faire, nous, auprès des Israéliens. Leur faire comprendre que l'Alia, c'est un bonheur pour Israël aussi.
Alors, vous avez bien sûr porté la parole d'Israël à travers le monde, on l'a dit, mais vous avez aussi découvert vos racines, votre propre héritage avec le temps. Oui. Notamment, vous avez étudié ces 15 dernières années oui, ça a été pour avec nous. un Beno maître Gross. de la pensée juive, entre autres. Le professeur Beno Gross. Ah oui, même, on ne pouvait jamais rater un cours. C'était trop précieux. Parce qu'on pouvait être à Tel Aviv la veille, on se levait à 5 heures du matin, vendredi matin, pour être à l'heure à la leçon de Beno Gross. Et je dis une Qu'est-ce phrase. que ça vous a apporté? Parce que vous avez fait tellement de choses dans votre vie. Alors, il nous a donné l'occasion de faire l'inventaire de notre ignorance au point de vue de l'héritage juif. C'est grâce à lui, ces 12 années d'études avec le Maharal de Prague, avec le Rav Kook, la rue n'est pas loin. C'est grâce à Beno Gross qu'on a appris. Vous avez encore découvert autre chose sur votre histoire? Oui. Mais qu'on a décidé de faire Shabbat. Ah, vous avez décidé de faire ça, mais c'est un grand pas, ça. Un grand pas, ça a pris 3 ans. Du premier jour où... Oui, mais ça fait 10 ans déjà. Oui, bon, mais c'était un grand pas pour nous. Et on a fait ce pas, Baruch Hashem. Par l'étude. Par l'étude, par l'étude, ouais. Okay. Et ma fille, c'est qui est intéressant, elle a fait ce même pas au Canada, toute seule. Elle a fait toute seule au Canada. Elle a fait des études en Italie. Et elle est venue avec nous au Canada. Elle a travaillé à l'hôpital juif comme ingénieur. Architecte. Mm-hmm. Et voilà. Et elle est devenue très religieuse. C'est grâce à elle aussi qu'on a des petits-enfants qu'on peut attendre de Shabbat matin à la synagogue. C'est ça votre plus grande fierté, en fait? Oui. Oui. Je crois. Même si entre la grande histoire et ça aussi c'est une grande histoire en fait, l'histoire personnelle. C'est pour eux qu'on a écrit ce livre-là. Okay. C'est pour eux. Alors, c'est pour ça qu'on l'a écrit en hébreu, parce que pour qu'ils puissent le lire. Ils puissent le lire. Alors voilà, si ça vous intéresse, peut-être que vous nous posterez des extraits sur Facebook, puisqu'on sait que vous écrivez, vous adorez nous faire des coups de cœur et des coups de gueule, d'accord? Justement, à propos de l'éducation, j'ai écrit avant-hier, on était invité par ma petite fille, celle qui s'appelle comme mon épouse Jacqueline Yael Gall, et on était au jardin d'enfants pour son anniversaire. Et on a vu ce que font les éducateurs ici au jardin d'enfants. Et j'ai écrit à la fin, les jardins d'enfants, ce sont les vraies pépinières des startups d'Israël. Mais je crois que c'est sur cette très jolie phrase qu'on va se quitter. Merci beaucoup, beaucoup. C'était très émouvant, c'était passionnant. Voilà, c'est une belle histoire personnelle. Chacun a un destin particulier, commun aussi. C'est ça qui est beau, c'est magnifique. Donc, on vous souhaite une longue vie, un joyeux anniversaire à vous. C'est bientôt, c'est pas tout de suite, mais voilà. Et puis, plein de bonnes choses et continuez à profiter de ce pays que vous aimez tant. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.